Hello! Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de mes dernières lectures et de ce que je lis en ce moment. Donc on va essayer de revenir en arrière et de reprendre tout ça. Alors j'ai terminé le mois de mai avec le tome 3 de l'Amie prodigieuse. Donc j'avais fait une vidéo entièrement dédiée à cette saga, donc de l'Amie prodigieuse de Elena Ferrante, que je surkiffe si vous avez regardé la vidéo. Sinon c'est en fait une histoire un petit peu semi-autobiographique où on suit Elena, la personnage principale, donc elle parle à la première personne, dans son évolution en fait de sa vie depuis l'enfance à Naples et dans la communauté dans laquelle elle vit, dans un quartier très pauvre où il y a beaucoup de violence. Et on la voit grandir, évoluer et essayer de s'en sortir parce que dès très jeune en fait, elle n'a pas envie de finir sa vie au quartier, elle n'a pas envie d'y rester, elle a envie de partir. Elle est assez ambitieuse, elle est extrêmement douée à l'école. Et on suit aussi son amitié avec Lila, une amitié un peu tumultueuse. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder ma précédente vidéo, je vais mettre peut-être le lien dans la description. Si vous ne voulez pas être spoilé et que vous voulez lire la saga, je vais donner beaucoup de détails dans cette review. Donc dans ce tome 3, Elena, donc Lila, elle a déjà eu son enfant. Dans ce tome-là, on suit une Elena qui a grandi, qui est mère maintenant, est mariée. Donc elle a publié un livre à grand succès et voilà, maintenant elle se retrouve femme au foyer. Elle a perdu son goût pour l'écriture, elle n'arrive plus à produire ce qu'elle voulait avant, elle essaie, elle envoie des choses mais ça ne passe pas. Il y a des moments où elle perd Lila de vue, ça se passe pas forcément bien. En tout cas ça se passe mieux que dans le tome d'avant si je ne me trompe pas en termes de chronologie, parce qu'elles sont restées souvent sans se voir mais en s'appelant au téléphone. Donc en fait on peut quand même le dire, Lila, cette amitié obsessionnelle, ne la quitte jamais. Donc ça c'est clair. Et il y a quelque chose que j'ai énormément aimé, c'est la façon dont elle parle de l'écriture. Pour les gens qui écrivent, je pense qu'on peut être très sensible à ça. Parce qu'elle en parle vraiment avec passion et on voit qu'il peut y avoir différents moteurs en fait pour écrire. Et on remarque que Elena, elle, son moteur c'est les autres. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu son enfance au quartier, cette amitié avec Lila, son amour d'enfance qui était super prodigieux, qui écrivait dans les journaux et tout déjà très jeune, en fait c'est ces environnements-là qui ont vraiment semé les graines de son envie d'écrire, c'est son envie d'elle-même de s'en sortir, de se pousser, de dépasser aussi cette compétitivité qu'elle avait avec son ami. Et en fait on voit vraiment que là où elle puise son engrais, c'est les autres et pas juste soi. Et là je trouve ça intéressant aussi parce que moi j'ai déjà ressenti ça dans l'écriture et je trouve que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir, en tout cas dans les témoignages. Et en fait on a l'impression que l'écriture finalement, son écriture ne lui appartient même plus tellement elle dépend des autres, mais je trouve que ça reste quand même tout de même intéressant. Du coup ce livre là il est vraiment très politique, il y a énormément de passages sur les espèces de guerres civiles entre les communistes et les fascistes en Italie. Donc c'est un climat politique qui est très instable et très violent. Donc, et où elle assiste à ça et où Lila aussi qui à un moment dans le roman l'a fait s'asseoir et lui explique toute sa vie et tout ce qui s'est passé depuis qu'elle a quitté le quartier. Puisque là, un moment dans le livre, elles ont toutes les deux quitté le quartier. Ce sont chronologiquement les événements de 68. Et que je ne connaissais pas particulièrement, donc c'est très instructif, mais quand même il y a des passages qui ont un peu de longueur parce que du coup ça prend une tournure un petit peu vraiment très axée sur la politique, parce que le climat politique a toujours eu une place importante dans le livre, ça c'est clair, mais comme là c'est tellement important, impressionnant et les actions qui sont faites sont tellement poignantes que du coup on est obligé d'en parler beaucoup, mais ça faisait sens, c'était nécessaire, donc j'ai pas trouvé que c'était au point de ne pas pouvoir le finir, mais c'est vrai qu'il y a des petits moments où j'avais l'impression que c'était un petit peu long. Aussi dans ce tome, j'ai trouvé Lila détestable. D'ordinaire, j'ai l'habitude de lui trouver des excuses. Ouais, mais c'est l'amie prodigieuse quoi, donc si elle agit comme ça, c'est par rapport à ce qu'elle vit, mais elle vit dans des choses et tout. Je l'excusais sur beaucoup de points, mais là, elle était détestable à certains moments envers Elena, envers les gens avec qui elle était. Et là, j'avoue que j'avais du mal à avoir de l'empathie pour elle, autant que j'en ai d'habitude.
mais à la fin je trouve que ça va quand même. Et enfin, ce que j'ai apprécié, même si j'ai été un peu révoltée, c'est la vie de famille d'Elena, parce qu'elle va devenir maman, elle aura 2 enfants, et on la montre comment elle galère, comment c'est dur pour elle la vie de femme au foyer, qui ne peut plus poursuivre ses rêves, qu'il y a son mari qui ne veut pas participer à rien, que c'est son job de femme, j'ai envie de dire, de toute façon c'est l'époque. Et c'est assez révoltant, en tant que femme, en tant que féministe, c'est des passages qui sont des fois durs à lire parce que tellement ils dépeignent bien la réalité. Mais c'est nécessaire et c'était intéressant parce que je trouvais que c'était quand même bien écrit, suffisamment pour être témoin de la réalité. Et aussi, pour finir cette fois, ça m'a vraiment encore plus inspiré. Bon, du coup c'est depuis, mais j'ai déjà reperdu l'inspiration depuis. Mais ça m'a vraiment réinspiré à vouloir écrire, mais d'écrire corps et âme, quoi, d'avoir cette espèce de passion qui nous consume et cette envie d'écrire le texte le plus prodigieux qui n'ait jamais été donné de lire à personne. En fait, c'est contagieux et ça m'a donné envie aussi. Ensuite, j'ai lu Good Girl Guide to Murder, donc de Holly Jackson, et lui je l'ai lu en juin et je lui ai mis 4 étoiles. D'ailleurs pour l'amie prodigieuse, je lui ai mis 5 étoiles je crois, comme d'habitude, hein, je mets pas en dessous. Mais du coup on suit l'histoire d'une fille qui va déterrer, c'est une adolescente, une lycéenne, et qui a un projet de fin de semestre où elle doit faire une espèce de cas d'études et faire des recherches menées dessus. Et elle a choisi de déterrer une affaire qui date il y a 5 ans ou quelque chose comme ça, où il y a un homme qui a été accusé d'avoir tué sa petite copine et il s'est suicidé, mais on n'a jamais retrouvé le corps de la fille et c'est lui qui a été dépeint comme l'accusé. Et en fait elle n'y croit pas, elle a ses raisons de ne pas y croire. Et j'ai pas mal aimé le personnage. Du coup la personnage principale s'appelle Pipa, on l'appelle Pip. Pas mal, c'est original. Et j'aime bien qu'on aille direct. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a de sa vie. Elle a des amis, elle a une famille unie, aimante, ça c'est super. C'est un climat familial assez normal, c'est juste vraiment des choses bizarres qui se passent, mais par rapport à l'enquête qu'elle effectue. Et elle est hyper nerd de l'école, c'est une geek des devoirs, c'est vraiment une intello. Et je pense que c'est vraiment ma partie préférée de son personnage, son caractère, qu'elle est intello mais pas exclue. On a l'habitude de représenter les femmes intello ou très intelligentes ou vraiment dans leur domaine qui sont un peu nerds et soit elles sont exclues, harcelées ou qu'elles sont hyper indépendantes et elles ne parlent à personne. Et là, j'ai aimé qu'elle ait une vie totalement normale, qu'elle privilégie ses devoirs mais qu'elle a vraiment un groupe d'amis présent, soudé, qui la charrie parce qu'elle aime les devoirs, mais qui n'est pas considérée comme trop la geek du groupe. C'est-à-dire qu'elle est quand même totalement intégrée et à titre, au même titre que tout le monde, elle est pas moins cool que les autres. Et ça j'avoue, je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ce que j'adore dans les livres, les personnages, les petits trucs un petit peu niche et tout. Et ça j'adore. Ça, j'adore dans les livres les personnages qui sont les femmes intelligentes et qui sont très ambitieuses et qui on les montre en train de charbonner. Ça m'inspire de fou. C'est mieux que les vidéos motivationnelles sur YouTube. C'est vraiment, tu me donnes un livre où il y a une meuf qui charbonne, ça c'est bon, je vais me mettre au travail. Je sais pas sur quoi je vais travailler, mais je vais me mettre au travail sur quelque chose. Il y a un autre livre qui est comme ça, c'est La Cage dorée de Camilla Lagbert, j'en ai déjà parlé. Et la personnage principale aussi, elle est comme ça, elle a un objectif, une revanche à prendre et on la suit et on est à fond derrière elle parce qu'on la voit vraiment se donner au maximum de sa personne pour atteindre ses objectifs. Et ça, je suis là pour ça. Concernant l'enquête, c'était plutôt intéressant et j'avoue qu'à la fin je ne m'attendais pas du tout à qui serait responsable. Et moi je pense en fait, très personnellement, très sincèrement, honnêtement, en termes de thriller, polar, je suis nulle, vraiment nulle pour deviner. Et je pense que c'est pour ça qu'en général, les livres que les gens n'aiment pas trop, moi je les aime bien parce que je me fais balader. Et moi j'adore ça, puisque du coup j'ai l'expérience totale de la lecture et je suis pas tout le temps en train de me dire ah mais je savais déjà que c'était cette personne-là. Ça arrive très rarement, même les livres les plus évidents, je saurais pas. Et là du coup,
j'ai été surprise. Par contre, je trouve que même si je ne m'y attendais pas, c'est un petit livre dans les cheveux et c'est sûrement pour ça que j'ai pas réussi à me dire que ça pourrait être un tel ou un groupe de personnes. Et donc ça, c'est un peu décevant parce que du coup, je trouve que c'est un petit peu se moquer du lecteur de son utilité de son chapeau. Mais là, ça me fait sens quand même. Et j'aimais parce que j'étais vraiment dans l'enquête. Je me disais non mais si c'est un tel, pourquoi il aurait fait ça et tout. Et à partir du moment où je suis dedans, je suis dedans. Donc du coup je m'interroge et j'essaie de trouver. Mais à chaque fois j'avance pas plus en fait. J'avance pas plus qu'elle. Et elle est très maligne et elle prend des risques aussi. Ça aussi, c'est pas forcément dans les caractéristiques des meufs intiles qu'on a l'habitude de voir. Puisque pour faire l'enquête, elle a des consignes à respecter. De ne pas parler à la famille, de la victime, tout ça. Et bien sûr, elle va pas forcément tout respecter. Et ça, c'est intéressant. La fin était vraiment bien, puisque du coup, on découvre qui est. Mais après, je trouve que ça faisait quand même un petit peu film TF1. Mais ça, c'est les polars, je pense, les trucs d'enquête en général. Il faut qu'il y ait une action, un truc, un dernier élément où on a les frissons de fin, normal, j'ai envie de dire. Et ça m'a pas trop dérangé non plus. C'était quand même relativement agréable. Même si j'ai un petit peu augmenté mon rythme de lecture parce que je voulais savoir comment ça se finissait. Mais c'était quand même du positif. Donc je lui ai mis 4 étoiles quand même. Donc une très bonne lecture. Ensuite, alors fin juin, j'ai terminé If We Were Villains de ML Rio. Donc c'est l'histoire de 7 étudiants en théâtre qui vivent dans une espèce de manoir, un domaine un peu totalement Dark Academia, mais ambiance favorite. Et quelqu'un va mourir. Voilà, c'est dit. J'ai apprécié ma lecture, mais pas autant que je le pensais. Donc du coup, on suit Meredith, Richard, James, Philippa, Vren et Oliver. Ils sont étudiants en 4e année, donc dernière année de théâtre, dans une école privée hyper connue. Et voilà, quand on sort de cette école, c'est sûr qu'on va trouver du travail dans la vie dans le théâtre. Et ils sont principalement en train d'étudier des œuvres de Shakespeare. Donc en fait, le mood, il est posé. On a 7 étudiants qui vivent dans une espèce de tour, dans un château, et ils passent leur journée à aller en cours étudier du Shakespeare et des pièces. Et le soir ou les après-midi ou sur leur temps libre, ils font des fêtes. Donc ils boivent, ça fume, ça boit, et ils sont en train de lire des livres au coin du feu toute la soirée entre passionnés. C'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu la vie de rêve, d'étudier comme ça dans une ambiance de fou. En plus, ils sont en Angleterre, enfin vraiment tout est réuni pour avoir l'ambiance automnale favorite. J'adore, un peu sombre et tout. Alors, maintenant les points négatifs, les pièces de théâtre, elles sont écrites. Du coup, si c'est du Roméo et Juliette ou des pièces sur Jules César ou Hamlet et compagnie, on aura les scènes avec la description de ce qui se passe, mais aussi les répliques du vrai livre. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs pages où quand ils sont en représentation, on a les scènes du livre. Super intéressant, c'est audacieux, c'est ambitieux, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis pas venue lire de Shakespeare, donc du coup il y a des moments où c'était un peu long quoi. Une bonne partie de son livre, finalement c'est pas elle qui écrit, même si je sais qu'il y a beaucoup de citations qui ont été remaniées pour le bien de l'histoire, donc c'est pas du copier-coller mot pour mot, j'entends. Mais c'était long parce que quand il y a ça et rajouté avec le fait que les personnages sont un peu trop caricaturaux quand ils parlent de théâtre, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'avoir une discussion normale et ils lancent des phrases donc du coup qui sont en italique et c'est des phrases tirées de romans qui collent à la situation, à la discussion dans laquelle ils sont. Et moi ça m'a agacé parce que je trouvais que c'était pas naturel. Qui fait ça? Genre là je me dis oui mais oh Roméo, mon Roméo, pendant qu'on parle, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et moi j'ai trouvé que c'était pas super naturel. Donc ça m'a dérangé. Mais au-delà de ça, les personnages n'étaient pas trop caricaturaux, ils étaient quand même assez bien décrits. Le personnage de Oliver, du coup c'est lui qui parle, c'est lui le personnage principal. On n'aurait pas pu avoir mieux un narrateur je trouve, parce qu'il arrive vraiment à expliquer qui sont les autres. Et ça j'ai beaucoup apprécié, parce que du coup c'est une histoire qui est centrée sur les personnages et pas sur le plot. Même si quelqu'un est mort, on se dit que peut-être
ça pourrait être un tel, peut-être ça pourrait être un tel, mais en fait personne ne cherche. C'est-à-dire que ça s'est passé, on essaie de survivre. On sait pas c'est qui, limite on veut pas savoir, mais bon finalement ça finit par éclater. Mais du coup je m'attendais pas à ça. Je me disais que peut-être il y aurait un mystère, une enquête qui, voilà, quelque chose qui serait, qu'on aurait essayé de résoudre. Mais non. Mais c'est le parti pris. Ça m'a pas trop dérangé non plus. Oliver, il est en prison au début et le détective qui a enquêté sur l'enquête, il veut savoir la vérité parce que du coup jusqu'à la fin de tout ce qui s'est passé, Oliver est en prison, tout ça, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé finalement cette nuit-là et ce qui s'est passé tout au long de l'année finalement catastrophique qu'ils ont eu. Et donc voilà, quand on a deux trames en fait temporelles du coup, enfin on a la vraie histoire et on a aussi quand le moment présent et Oliver parle avec l'officier quand ils sont de prison. Donc j'ai beaucoup aimé la sincérité que les personnages avaient. Il y a des scènes par exemple au début où il y a une prof, du coup c'est quand même du théâtre, donc ce ne sont pas des cours qui sont particulièrement protocolaires ou ordinaires, juste ils sont un peu excentriques et il y a des moments où on les poste devant leurs camarades et de dire ce qu'ils préfèrent chez eux, ce qu'ils trouvent le moins bien chez eux, mais du point de vue de eux-mêmes et tout, et voilà, c'est limite un peu de perso, mais ça sert à leur personnage qu'ils incarnent dans les pièces. Et du coup, on en sait plus sur chacun d'eux et ce que chacun d'eux pense de eux-mêmes. Et moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez réaliste comme vision. Et comme il y a 7 personnages français, moi je trouve qu'il y en a qui sont quand même plus invisibilisés que les autres. Mais c'est normal, je trouve que c'est quand même assez dur de pouvoir mettre tout le monde suffisamment en lumière ou au moins au même niveau. En tout cas, j'avais mis 4 étoiles, mais en fait c'est plus 3,5 en réalité. J'ai apprécié parce que du coup ça se voyait que l'autrice s'y connaissait. Et en fait elle était actrice avant. Elle est amoureuse des livres depuis toujours. Elle a eu un master en études shakespeariennes, je sais pas quoi, à King's College de Londres. Donc en fait on voit que c'est une autrice qui est éduquée et qui s'y connaît. Et moi j'avoue, autre chose que j'aime bien, c'est les auteurs qui écrivent sur leur domaine. Parce que tout de suite, il y a un côté réaliste quoi. Et ça j'aime bien. Ça j'aime bien parce que du coup on n'a pas que le plot du livre. Si c'est une romance, on n'a pas que ça, on a aussi un univers en parallèle qui est tout autant intéressant. Donc, ce sont les livres que j'ai terminés et maintenant je vais juste vous parler de mes lectures en cours et des livres que j'ai un peu DNF mis de côté. Donc, en termes de DNF pour l'instant, c'est Say 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 de Lila Savage que j'ai acheté à Dublin. Mais en fait, je me suis rendu compte que le vocabulaire était un petit peu trop avancé pour moi. Tout que c'est écrit un peu en prose et très... Il y a beaucoup de... C'est un peu lyrique en fait. Et quand on a du vocabulaire, mais il y a quand même du coup un mot sur 5, parce que des fois il y a des phrases où il y a au moins 5 adjectifs et si tu ne comprends qu'un, j'ai l'impression de ne pas saisir l'essence de l'histoire et ça m'agace. Donc je vais attendre ou sinon il faudrait que je le prenne d'une façon plus étudiée, que j'ai un dictionnaire à côté de moi et que je cherche chaque mot. Mais ce sera fastidieux, donc du coup juste pour ça j'arrive pas. Donc je l'ai mis de côté. Je sais pas si je vais le reprendre un jour, je verrai. J'aimerais bien, ça montre que j'ai le niveau suffisant. Ensuite on a Une braise sous la cendre de Saba Tahir que j'ai emprunté et que je n'arrive toujours pas à avancer. Donc je suis là. Je sais pas pourquoi, j'ai un blocage. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Et je sais pas si c'est l'univers. Pourtant j'aime, je trouve ça appréciable. Des espèces de lieux désertiques et tout. Magnifique. Alors, et enfin je suis en train de lire 6 mois par an de Clara Duarte. Donc c'est une histoire qui se passe à Madrid. C'est une histoire lesbienne. Donc elles sont dans la vingtaine, je crois, elles ont 22, 23. La couverture est magnifique. Et l'histoire est vraiment intéressante. Il y a quelques longueurs, on va pas se mentir. Mais de toute façon, je vais donner une review plus détaillée quand je l'aurai terminée. Peut-être qu'on va se retrouver pour un update lecture partie 2. Qui sait. Et voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je pense que la vidéo sera un peu longue. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en commentaire en ce moment. Ça m'intéresse. Et voilà. À bientôt.